Alors écoute, moi je trouve que l'évaluation d'interface de façon experte, ce qu'on appelle l'évaluation experte, c'est vraiment un palliatif lorsqu'on n'a pas accès aux utilisateurs. Pour moi, c'est vraiment le point de départ. Quand on peut avoir accès aux utilisateurs, c'est toujours mieux parce qu'a priori, on le sait tous, hein, n'est-ce pas? L'ergonomie, c'est vraiment l'intersection entre la tâche, le contexte et les utilisateurs. Donc, si on peut avoir accès aux utilisateurs, je pense que c'est toujours préférable. Ceci dit, l'évaluation experte a beaucoup d'avantages lorsque justement on ne peut pas avoir accès à ces utilisateurs-là et que du coup aussi, dans certains cas, on peut anticiper des problèmes d'utilisabilité qu'on pourrait rencontrer avec que les utilisateurs pourraient rencontrer avec les interfaces en faisant cette espèce d'évaluation préalable qui, par exemple, peut préparer un test utilisateur de façon avantageuse parce que souvent, un test utilisateur, on le sait, au maximum, il faut que ça soit 1 heure d'entrevue, protocole verbal classique, donc pour pas qu'il y ait trop de saturation cognitive, etc. Alors du coup, on ne peut pas tout tester. Souvent, il faut aller privilégier des scénarios qui vont aller provoquer les problèmes qu'on peut anticiper. Et des fois, on pourrait carrément tellement anticiper certains problèmes qu'on pourrait les corriger d'avance. Ils sont tellement gros que du coup, on peut les corriger d'avance et éviter de perdre du temps précieux avec les utilisateurs. Quand je dis du temps précieux, c'est du temps, de l'argent, etc. On sait à quel point c'est coûteux, toutes ces démarches. Donc, du coup, prévenir ce genre de problèmes trop évidents, les corriger, si je peux dire, et focuser finalement le test sur les tâches qui sont les plus importantes à améliorer, sur lesquelles on veut avoir le plus de feedback utilisateur. Parce que souvent, on oublie que le test utilisateur n'a pas la seule fonction de faire ressortir les problèmes, mais surtout de comprendre comment les utilisateurs éprouvent des difficultés et qu'est-ce qui pourrait aider à éviter qu'ils éprouvent ces difficultés-là, soit parce qu'eux-mêmes suggèrent des pistes de solutions, soit parce que juste dans la façon dont ils rencontrent le problème, ça nous donne des indications sur ce qui pose problème dans l'interface et qui les amène à ce cul-de-sac ou peu importe la situation. Donc, c'est dans ce sens-là que j'utilise l'évaluation des interfaces et que je trouve ça très intéressant. Les critères ergonomiques ont d'une certaine façon évolué. On a bien entendu au départ donc les critères classiques au niveau de l'utilisabilité. Et puis avec le temps, tranquillement, on a vu que l'utilisabilité a évolué vers plus l'expérience utilisateur, pour simplifier ça de façon générale. Dans l'expérience utilisateur, à ce moment-là, on ne considère pas seulement la facilité d'utilisation ou l'utilité tout court dans le contexte d'interaction, mais on va tenir compte, par exemple, de toute la dimension d'émotion, donc jusqu'à quel point on ressent une émotion dans l'expérience vécue au cours de l'interaction, finalement. Et puis, avec le temps, on a même ajouté une nouvelle dimension qui est celle de la persuasion, à savoir que l'interaction n'a pas pour seul objet simplement de permettre facilement d'accomplir une tâche, de permettre d'accomplir une tâche avec plaisir et satisfaction, mais d'être même avantagé et favorisé dans l'accomplissement de cette tâche lorsque, bien entendu, éthiquement parlant, elle est bonne pour l'utilisateur. Bon, on s'entend qu'après ça, il y a toutes sortes d'interfaces, il y a toutes sortes d'objectifs, et je ne rentrerai pas dans le dark side de l'ergonomie parce que, bon, je considère qu'éthiquement parlant, c'est pas acceptable. Donc, a priori, on ne devrait même pas en parler. Ceci dit, cette évolution des critères, ergonomique est très intéressante parce qu'il y a eu comme un élargissement, et notamment dans des contextes appliqués à l'éducation ou dans des contextes appliqués au commerce électronique. Cet élargissement de la définition d'interaction pour englober plus que la facilité d'utilisation et l'utilité perçue pour aller chercher l'émotion et la persuasion, il y a un aspect vraiment très, je dirais, efficace et appréciable de cette nouvelle conceptualisation, de ce nouveau paradigme autour des critères ergonomiques, parce que ça nous permet de tenir plus compte finalement d'éléments
qui aujourd'hui sont très importantes dans ce type de contexte. Donc, plus l'éducation et le commerce, pour ne donner que 2 exemples, mais je pourrais donner les jeux vidéo, etc. Alors qu'avant, rappelez-vous, l'utilisabilité et les critères ergonomiques qui étaient associés étaient plus propre au domaine de la tâche de production, de la productivité associée au contexte de travail, au contexte logiciel. C'était bien avant le web, bien avant qu'on surfe pour le plaisir, bien avant qu'on étudie en ligne parce que c'est plus pratique et c'est plus intéressant. On était obligés, on était des employés d'une entreprise et il fallait qu'on utilise des logiciels qu'on nous imposait, etc. Donc, il faut comprendre que cette évolution-là, elle va vraiment avec l'évolution technologique, avec l'évolution du contexte social dans lequel s'inscrivent les technologies. Et ça, c'est ce que je trouve vraiment intéressant. Et je trouve qu'à ce moment-là, cette évolution des critères ergonomiques, je les adore, les critères de Bastien et Scapin, c'est clair que c'est ceux que j'utilise tout le temps. Ils sont totalement complets pour leur aspect. Mais aujourd'hui, on peut considérer plus large, de façon aussi très, très avantageuse. Pas nécessairement toujours, mais dans certains contextes, comme je le mentionnais tantôt, je trouve que c'est très approprié. Et ça tient mieux compte de la profondeur de l'interaction, ou si je peux dire, de l'ensemble des facettes et des dimensions d'interaction. Design émotionnel, donc plus l'évaluation de l'aspect d'émotion, ben, c'est sûr que le critère donc de ludique, l'aspect de enjoyment, ce qu'on appelle, moi je trouve que ça c'est un critère très important parce qu'une grosse partie de la motivation dans une interface, c'est cet aspect de ludification, donc chaque étape est comme juste parfaite, ajustée au niveau de difficulté et en même temps au niveau de satisfaction. Donc c'est comme une étape à la fois qui fait qu'on avance naturellement dans l'interface. Et là, ça, quand une interface réussit cet aspect de ludification et donc d'accompagnement naturel dans le plaisir de l'utilisateur, qui a juste le bon défi entre comprendre ce qui se passe, comprendre ce qu'il doit faire et le faire, c'est fantastique. Donc là, je trouve que c'est un design émotionnel qui est parfait. Alors, vous voyez, c'est plus en fonction du contexte et de l'objectif. Si le client nous demande... écoutez, nous, ce qu'on veut absolument, c'est que nos utilisateurs soient satisfaits, qu'ils trouvent ça plaisant. Ben, c'est sûr qu'on ne va pas avoir le même angle que si on nous dit on veut absolument que ça se passe à l'intérieur de 3 minutes. Je veux dire, les critères à ce moment-là vont être différents. Où on veut absolument que l'objectif, ça soit que 100% des usagers, j'exagère, c'est rarement 100%, mais mettons 90% des usagers accomplissent cette tâche. Je me souviens entre autres d'un mandat avec une banque, pour ne pas la nommer, où il fallait absolument arriver au main flow qui faisait que les gens allaient finir par faire une demande de quelque chose qui était important dans leur processus bancaire. Donc ça, c'était comme, il fallait s'assurer que la clarté du processus mène à cette action-là dans ce contexte-là. Donc ici, on ne provoquait pas, ici, c'était pas d'imposer la tâche, c'était que si la personne rentrait dans ce tunnel-là, ce qu'on appelle funnel d'activité ou d'action, là, il fallait que ça soit clair que, du coup, elle se rende à l'action. Parce que si elle était là, c'est qu'il y avait un intérêt pour l'action. Donc, c'est dans ce sens-là, il fallait que cette dernière étape mène à l'action. Sinon, là, il y avait une erreur dans l'interface. En réalité, il y a toujours 10% des gens qui sont là pour explorer, puis c'est pas vrai nécessairement que... Mais c'était intéressant de comprendre la différence entre... les objectifs d'une entreprise. Et selon les objectifs, c'est sûr que la pondération des différents critères qu'on va combiner ne sera pas la même. Un des aspects des interfaces souvent qu'on sous-estime, c'est que du point de vue cognitif, l'utilisateur a besoin de reconnaître ce qu'il connaît déjà. Donc, on dit souvent... recall plutôt que reckon, parce que là, c'est de la reconnaissance plutôt que du rappel. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Quand il faut que tu te rappelles qu'un icône veut dire ceci ou cela, c'est beaucoup plus difficile que quand tu reconnais un icône qui est déjà intégré à ton registre. Donc, ça, c'est vraiment un aspect fondamental des interfaces. Toutes les interfaces qui demandent à l'utilisateur de redécouvrir le monde à chaque fois qu'il rentre dans une interface, parce que cette interface est un monde en soi,
c'est plus difficile pour l'utilisateur que lorsque il rentre dans un monde qui est nouveau, à l'intérieur duquel il y a des éléments à découvrir, mais dans lequel il y a des éléments qu'il reconnaît et auxquels il peut se raccrocher. Et l'affordance, dans ce sens-là, ça s'inscrit bien parce que ça a un côté très texturé qui vient du monde réel. L'affordance, c'est jusqu'à quel point on sent là qu'on pourrait l'attraper, on reconnaît notre monde physique dans l'interface. Et ce rappel-là nous rassure. Donc, c'est fondamental à l'aspect cognitif qui est je rentre dans un monde nouveau, dans une nouvelle interface, mais il y a quelque chose de fondamental que je reconnais et qui me rassure. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans l'affordance, dans ce critère-là. Il est très important. Et donc, des icônes qui rappellent, ou dans la texture, ou dans l'aspect donc de la signification, la dénomination qui est en lien avec le monde extérieur. Ça, je pense que c'est des éléments très importants qui participent à cette affordance-là. L'accès à l'interface, là, c'est de plus en plus, c'est comme si ça nous était plus naturellement proche finalement comme interface. Donc on la saisit mieux et on se sent plus à l'aise. Dans le fond, toute la notion de facilité d'interaction vient de ces éléments-là, plus en confiance, bref, etc. Ça favorise tous ces aspects-là. Le flat design ne peut fonctionner qu'à partir du moment où il y a déjà une forme donc de familiarisation des utilisateurs avec ce type d'interface. Il y a déjà une forme d'acquis parce que la forme de reconnaissance, justement, elle n'est pas là. Il n'y a pas la reconnaissance puisque le bouton d'action comme tel, on ne le reconnaît pas. On ne le reconnaît qu'à partir du moment où on sait qu'on a rendu plat un bouton qui avait autrefois une texture naturelle. C'est dans ce sens-là. Fondamentalement, ça répond à un besoin cognitif plus présent. Il va y avoir une barrière à un autre niveau qui va se faire. Donc, aujourd'hui, on est rendu là. Mais au moment où le flat design est sorti, à part pour les tripeux de design, c'était pas plus clair. C'était ça, c'était dans le contexte de l'époque. Mais si on ressortait ça aujourd'hui, sans l'aspect historique, je pense qu'on me dirait que j'ai tort parce que le flat design marche mieux aujourd'hui. Il faut faire attention à ce qu'on dit sous quels aspects. Ça, c'est la dimension du UX. Vous voyez, quand je disais tantôt que je trouvais que lorsqu'on a fait évoluer les critères, on tenait mieux compte de l'ensemble de ces paramètres-là, mais sur des aspects justement d'e-commerce, où il y a un aspect de séduction, ben là, je pense que cet aspect-là va jouer très fort. C'est sûr que si on est dans un contexte différent de productivité, ben là, c'est sûr que c'est différent. La contrainte n'est pas la même, donc l'aspect d'interface au niveau sexiness de l'interface est beaucoup moins important, même s'il demeure important. Il ne faut pas croire que nos outils de travail au quotidien n'ont pas besoin d'être séduisants. C'est pas ça non plus que je dis, mais l'importance n'est pas là parce qu'il n'y a pas à convaincre l'utilisateur d'utiliser l'outil de la même façon, pas au même degré. Il y a quand même une forme d'acceptation et d'adoption des outils à l'interne. On voit bien tous les intranets, notamment, c'est quelque chose qui est très long à faire adopter par les employés. Mais quand ils n'ont pas le choix, parce que par exemple, pour aller chercher leur formulaire de RH, ça passe par l'intranet, là c'est sûr, ils vont y aller. Et c'est sûr que si l'intranet est plus sexy, ça ne nuira pas non plus. Donc, il faut faire attention à tous ces aspects-là. Par rapport aux outils qu'on utilise, c'est sûr que eMarkLab se situe vraiment dans le type d'agence qui fait de la recherche utilisateur. On n'est vraiment pas dans le type d'agence qui produisons du UI, comme disait Laure tantôt, c'est-à-dire on peut en produire pour pouvoir expliquer un concept ou illustrer un concept, des éléments de ce type-là. Donc, c'est pas qu'on n'en fait pas, mais ce n'est pas l'objectif. Donc, c'est très rare que les gens, les clients de façon générale, viennent nous voir pour ce type de besoin. Il y a des agences plus spécialisées pour ce type de besoin, si c'est le seul besoin. Pour moi, ce besoin-là, c'est un besoin de surface. On a besoin de quelqu'un qui va simplement dessiner la page couverture du livre. Mais le livre a été écrit en dessous, là, on s'entend. Donc, dans ce sens-là, nous, on va utiliser plus des méthodes qui vont permettre la recherche utilisateur
Et ce qu'on recherche en général, c'est d'avoir de la complémentarité. Donc, si à un moment donné, selon le budget du client, ben, on va avoir, par exemple, un aspect typiquement mesure rapportée, quantitative, avec un sondage qui permet de valider ce qui est utilisé par les utilisateurs. Ça va être un aspect. Alors là, du coup, on va essayer de le combiner avec une observation directe qui, elle, va permettre d'aller plus de façon qualitative, compléter ce qu'un sondage, par exemple, au niveau de ce qui est utilisé et ce qui est apprécié, va nous permettre de dire approfondir ce qui ne l'est pas, par exemple, utiliser et pourquoi ça ne l'est pas. Donc, on va toujours essayer de croiser. Donc, c'est la triangulation des méthodes qui nous intéresse. C'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode dans l'absolu. Chacune a sa fonction pour le besoin qu'on a. Si on veut confirmer de façon statistique si des fonctionnalités sont utiles ou non, pour savoir si on les abandonne ou pas, ben, c'est sûr que si on interroge 5 personnes, ça ne suffira pas. Ça n'a pas de sens. Par contre, à partir du moment où on sait quelles sont les fonctionnalités qui sont utilisées ou qui ne le sont pas et pourquoi, là, à ce moment-là, interroger au moins 5 personnes pour comprendre qu'est-ce qui empêche l'utilisation de ces fonctionnalités-là ou quoi. Là, ça devient intéressant et ça permet de l'approfondir. Alors ça, c'est pour des méthodes très classiques. Là, ce que j'ai dit, c'était typiquement donc des méthodes que vous connaissez très bien, que ce soit le sondage ou l'entrevue qualitative. Mais bien entendu, il y a toutes les nouvelles méthodes, comme par exemple l'oculométrie ou par exemple la reconnaissance faciale. Ben, là aussi, on se rend compte que selon les besoins, ça ne vaut pas la peine. Des fois, il y a des clients qui nous viennent nous voir, qui souhaiteraient avoir de l'oculométrie pour certains mandats. Puis en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc, il faut vraiment l'utiliser de façon complémentaire. Donc, par exemple, un test où l'oculométrie est intéressant, c'est à chaque fois qu'on veut repérer dans quelle mesure il y a vraiment des éléments d'interface qui sont vus ou ne sont pas vus. Donc, ça, c'est vraiment comme si c'est repéré ou non dans l'écran. Aussi de comparer si les éléments, selon leur position, sont vus plus rapidement ou moins rapidement. Donc ça, c'est des éléments qui sont intéressants avec l'oculométrie. Si, par exemple, c'est simplement pour savoir si l'icône est reconnue et comprise, ben, l'oculométrie servira à rien pour aider à cette compréhension-là. C'est pas l'oculométrie qui va vous permettre de savoir si la personne a compris ou non ce qui était perçu à l'écran. Ça c'est pas du tout l'objectif de cette méthode-là. Donc, par exemple, à un moment donné, on avait fait un mandat avec l'AMF où il fallait, entre autres, savoir si un formulaire était suffisamment donc, clair au niveau de sa mise en garde. C'était pour de l'investissement participatif, donc en equity crowdfunding, donc tout ce qui est le crowdfunding pour avoir des parts donc dans une société, pas le crowdfunding où on investit, si vous voulez, un montant, puis on a en échange un t-shirt où on est les premiers à recevoir le produit. Ça, c'est un type de crowdfunding, mais ici, c'est un type de crowdfunding où on a de l'équité dans une entreprise. Donc, ce qu'on investit, c'est en général un montant un peu plus important et on se retrouve actionnaire de la compagnie. Donc, dans ce contexte-là, il fallait que les utilisateurs comprennent l'enjeu de leur investissement, le risque de la perte, parce que le risque d'investir et de perdre de l'argent était très important. Dans ce contexte-là, donc, il était très important de voir si les éléments de warning étaient, donc de mise en garde, étaient réellement perçus à l'écran. Est-ce que les utilisateurs voyaient ces aspects donc, de mise en garde et aussi, lorsqu'ils lisaient les mises en garde, était pour voir s'il y avait de la facilité à lire les mises en garde ou au contraire s'il y avait de la difficulté. Donc là, on a pu voir avec l'oculométrie qu'en effet, pour lire certaines mises en garde, le temps de lecture était beaucoup plus long. Donc là, on s'apercevait donc que certaines mises en garde posaient plus problème que d'autres. Et en effet, quand on allait compléter ensuite
l'entrevue, la méthode par une entrevue qualitative, on s'apercevait qu'il y avait des mots de vocabulaire qui étaient incompris, qui étaient des mots de vocabulaire trop complexes pour l'utilisateur moyen. Alors on voyait dans le pattern de lecture, on voyait que l'utilisateur relisait et il y avait un problème de compréhension. Donc là, on pouvait identifier à quelle étape dans l'interface il y avait un problème de compréhension. Là, c'est intéressant. Là, on complète avec l'entrevue et on s'aperçoit que le problème de compréhension vient en fait de certains termes. Et une solution facile dans l'interface que les utilisateurs eux-mêmes proposaient, c'était simplement qu'il y ait une forme de lexique. Il aurait suffi que les termes précis, dont je ne me souviens plus, là honnêtement, c'était des termes techniques, juridiques d'investissement. Donc, pas si complexe que ça quand on les connaît. On a tous entendu ces mots-là une fois dans la vie, mais concrètement, quand il s'agit de faire un investissement et qu'il faut savoir exactement ce que ça recouvre, là, ça devenait un petit peu trop technique. Donc, vous voyez ici, c'est encore une fois la complémentarité. C'est bien comprendre ce que chaque méthode apporte comme avantage méthodologique, à quoi finalement ça permet de répondre comme question de recherche pour choisir ces outils-là. Et c'est ce que je déplore aujourd'hui, c'est les modes qui viennent avec ça. Alors, parce que l'oculométrie, c'est à la mode, parce que la lecture des émotions faciales, c'est à la mode, alors là, il faudrait mettre dans le package de toutes les sauces, de tous les mandats, sinon vous n'êtes pas à la page en ergonomie ou dans vos... Et c'est triste parce que non, souvent on va payer pour rien, ça ne sert à rien, ça ne va rien avantager, ça ne va rien apporter. Même il y a des études oculométriques qui ne sont même pas assez précises pour pouvoir même être valide tout court en termes de où est-ce que la mesure du regard s'est placée. Donc, du coup, c'est pire encore. C'est que vous avez une étude d'oculométrie en fait qui est invalide. Donc, vous avez juste le nom de l'oculométrie, mais vous n'avez même pas de mesure valide par rapport à la calibration, par exemple. Si la calibration a été mal faite, en fait, la fixation à l'écran qui est mesurée, elle est mesurée avec une distance trop grande par rapport à l'objet réel. Donc, ce que vous rapportez comme résultat est erroné. Donc, vous allez dire que c'est tel élément qui va être regardé, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas, parce que la calibration, à la base, était invalide, parce que le degré de précision de l'outil n'est pas assez élevé pour pouvoir répondre à ce genre de questions, par exemple. Et ça, c'est tous des aspects qui sont toujours sous-estimés, non mentionnés, non connus même des fois, carrément. Ça, c'est regrettable, je pense. Et c'est regrettable parce que toute la nouvelle vague de méthodes d'observation directe, donc celle qui court-circuite l'aspect de rationalisation de l'utilisateur, qui pourrait essayer de vous faire plaisir, qui pourrait essayer d'éviter d'avoir l'air fou en vous rapportant qu'il ne comprend pas ce qui se passe, il ne sait pas quoi faire, ou il n'a pas retenu, ou il n'a pas compris. C'est toujours difficile pour un utilisateur de reconnaître ces choses-là. On a beau leur dire, c'est pas vous qu'on teste, c'est l'interface, etc. On le sait bien tout ça, nous, comme ergonomes, que c'est ça qu'il faut dire et qu'il faut les mettre à l'aise. Mais la réalité, c'est qu'ils se sentent toujours testés, et ça, on le sait bien. Alors, du coup, il y a un aspect de performance. On ne veut pas avoir l'air fou, on ne veut pas... Donc, du coup, je pense que c'est intéressant d'avoir des méthodes qui viennent compenser cet aspect-là. Je me souviens d'un test où carrément l'oculométrie nous a permis de voir qu'une personne ne savait pas lire. Et la personne avait été recrutée donc par l'agence qui faisait le recrutement pour nous, mais la personne ne savait pas lire. C'était évident avec l'oculométrie que la personne ne savait pas lire. On ne lui a pas dit qu'elle ne savait pas lire, on l'a remerciée, on a dit qu'on avait un problème avec l'oculomètre et on n'a pas terminé le test. Mais vous voyez, il y a des éléments de ce type-là qui sont propres aux méthodes. Donc ça, je crois que c'est ce qu'il faut retenir. À chaque fois, se poser vraiment la question de en quoi la méthode présente des avantages pour l'objectif visé et d'expliquer ça clairement au client et en fonction de son budget, évidemment, s'adapter. Ça, c'est certain. Je veux dire, mais c'est pas de forcer des méthodes qui ne sont souvent pas plus efficaces.